Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Cet épisode est vraiment un bonus parce qu'on a beaucoup parlé avec Amandine lors du précédent épisode que vous aviez dû écouter. On avait parlé d'activité physique, mais comme nous sommes deux passionnés autour de la santé, et voilà, on a un petit peu parlé de tout, et je trouvais ça intéressant de vous partager ces différents échanges qu'on a eus de manière totalement spontanée, et justement pour peut-être faire réfléchir sur d'autres sujets que je n'ai pas forcément l'habitude d'amener en épisode de podcast ou en article par exemple. Mais voilà, je trouvais ça assez sympa de vous partager cet échange qui était, je pense, très enrichissant. La preuve, on a parlé pendant très 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 longtemps. Donc prenez votre petit thé, votre café, votre infusion du jour et vous pouvez écouter cet épisode qui est un peu plus chill, un peu plus dans la réflexion, dans le partage que dans le côté plus santé en règle générale dont vous avez l'habitude sur ce podcast. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à très bientôt. Alors, vous verrez qu'il y aura 3 sujets principaux qui vont ressortir dans cet épisode et c'est pourquoi je vais à chaque fois vous faire un petit disclaimer avant pour vous remettre le contexte, histoire de bien comprendre pourquoi on en est venu à ce sujet. Et la première partie, justement, ça va être sur cette appropriation et cette monopolisation de la santé par la population occidentale et notamment les médecins occidentaux, au détriment des médecines et des traditions plutôt orientales, qui pourtant ont apporté énormément de connaissances dont on se sert encore aujourd'hui, même en Occident. Moi, j'ai découvert vraiment la notion de mobilité avec toi. Après, j'avais déjà vu... En fait, c'est des choses qui sont intégrées dans le yoga. Quand tu regardes, au final, il y a beaucoup les postures. Ça travaille énormément la mobilité du corps. Bien sûr. C'est ça. Et après, le pilate, il y a plein d'autres techniques comme ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que des techniques ancestrales, dans leur pilier, le montrent que le mouvement, tout ça, ça agit beaucoup. C'est quelque chose en soi, maintenant on le prouve scientifiquement, mais depuis des siècles, ils le savaient en fait. Ouais. Et c'est là où ça nous remet, nous, à notre place, je trouve, d'être humble devant toutes ces connaissances, où on attend, et c'est ça moi qui me déplaît, c'est qu'on attend tout le temps l'aval d'une blouse blanche, je les appelle comme ça, pour dire qu'une chose est bien ou pas, alors que des gens le font depuis des siècles et des siècles, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, je suis obligée de le faire et je le fais pour certaines choses, notamment dans l'alimentation, comme tu l'as vu avec le soja, etc. Mais c'est triste d'en arriver là quand on voit qu'il y a des populations orientales qui ont une connaissance mais absolument incroyable. Si c'est pas validé par la population occidentale et par les blouses blanches occidentales, ça va pas. Ouais. On prend pas ça en considération. Mais justement, tu t'appuies bien dessus et cette notion de source occidentale, mais elle est tellement, ça nous rassure que je ne sais pas si ça vient du fait que nous occidentaux on se considère comme supérieurs, je ne sais pas, mais ce serait très triste tout de même, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que il faut que ce soit effectivement des études qui aient été menées par telle université. Alors attention, évidemment que c'est important, bien sûr, mais il y a aussi encore une fois des bagages culturels ancestraux qu'on a complètement oubliés et vers lesquels nos blouses blanches occidentales reviennent. C'est ça. Parce que finalement, notre système occidental, on s'est rendu compte que, ok, on trouve des super vaccins, on trouve des super traitements. Est-ce qu'on est en meilleure santé ? Non.
Alors oui, on vit plus longtemps. Est-ce qu'on vit plus longtemps en meilleure santé ? C'est ça. Absolument pas. C'est ça. Est-ce qu'on reste plus longtemps en meilleure santé ? Bah non, il y a même de l'artérosclérose chez les gosses maintenant, Ouais, c'est hallucinant. Donc à un moment donné, là, on se retrouve vraiment à un point de jonction où on a ce besoin, nous, occidentaux, super modernisés, finalement de se reconnecter à des choses qui viennent aussi du bon sens en fait, qui ont été totalement oubliés, qu'on a relégués dans le passé parce que c'était pas assez moderne, que c'était obsolète, et finalement on se rend compte que les modes alimentaires les plus anciens, comme par hasard on y revient parce que ce sont toujours eux qui reviennent, et même dans les médias grand public, le fameux régime méditerranéen, voilà, celui des zones bleues, c'est le même depuis tellement longtemps, voilà. Donc ouais, t'as tout à fait raison, ce côté occidental, je pense que c'est vraiment voilà, on a dans notre inconscient ce besoin d'avoir un aval de blouse blanche et de médecins modernes, et surtout pas venant de trop loin, parce que sinon c'est trop hippie, c'est trop c'est ça. C'est trop perché. Mais c'est complètement ça, parce que après c'est un autre problème plus au niveau de la société. Dès que ça vient de personnes racisées, d'autres cultures, etc., tout de suite c'est inférieur, et ça c'est toute une société à reformer. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui sur ce sujet, donc c'est très très bien, je trouve. Et c'est pour ça que moi j'arrête pas de le rappeler sur beaucoup de choses, que ce soit à travers mon contenu ou à travers les podcasts ou n'importe, en consultation aussi, parce que des personnes, je reçois beaucoup de personnes de toutes les origines, et beaucoup vont me dire oui, alors moi je mange comme ça parce que c'est traditionnellement chez nous, je sais que c'est pas bien et tout. Par exemple, un exemple tout simple, les tagines. Me dire c'est pas bon du tout, c'est pas bon pour la santé. Je dis mais à quel moment un tagine qui est à la base, donc en plus le vrai tagine en terre cuite, cuit à feu doux, à l'étouffée, une des meilleures cuissons qui existent, avec des légumes, de la bonne huile d'olive, etc., des choses en fait qui sont très bonnes pour la santé. Je dis mais pourquoi ça serait mauvais ? Non, c'est pas mauvais, c'est pas parce que c'est pas quelque chose qui est dans la population, on va dire, occidentale, que c'est mauvais, faut arrêter. Et effectivement, tu parlais des blue zones, et c'est intéressant que t'en parles parce que moi ça fait plusieurs années que je connais ça maintenant. Mon père est italien, donc je suis très portée sur le côté méditerranéen et cette culture, et encore plus quand je me suis renseignée sur ce sujet, je voulais faire justement un podcast, donc du coup je suis spoilée, mais c'est pas grave, sur ce fabuleux sujet sur les blue zones. Et quand on regarde en plus, quels que soient les horizons, parce qu'il y en a de partout, en fait, les bases alimentaires sont les mêmes, même si c'est des aliments différents. Et c'est ça qui est incroyable. Oui. Et c'est pour ça que je prône aujourd'hui d'arrêter avec tel ou tel régime miracle à la mode, etc., alors que il faut regarder sur l'expérience qui marche le mieux. L'expérience où on a le plus de recul, c'est pas le paléo, c'est pas le sans gluten, c'est pas le véganisme, c'est pas toutes ces choses-là. Non, ça, ce sont des théories. Voilà, c'est ça. On n'a pas assez de recul là-dessus, alors que des populations ancestrales qui vivent depuis des siècles en très bonne santé, etc., parce qu'ils ont les mêmes, donc ça j'en parlerai justement, les mêmes facteurs au niveau de l'environnement aussi, parce qu'on parle pas de ça, l'activité physique, oui, l'alimentation, tout ça. Énormément, ouais. Eh bien c'est ça, alors que pourtant on a des populations asiatiques, des populations au niveau Amérique du Sud, plus côté méditerranéen, etc. Et c'est des choses ils ont un mode de vie qui est sain. Donc c'est pas forcément, au contraire, c'est pas forcément que en Occident. Voilà, donc ça je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Donc bon, on a un petit peu dévié, mais c'est le but, c'est comme ça. J'ai hâte de l'écouter ce podcast en tout cas que tu prépares. Ah, je sais pas encore quand, mais j'ai tellement encore plein de sujets. Je suis un peu comme toi, la tête qui, tu vois, remplie d'idées. Mais ouais, ça pour moi c'est quelque chose de fondamental pour rappeler qu'il y a des bases dans notre physiologie, on a des bases à respecter et on n'a pas forcément besoin de prôner tel. Moi, on m'entendra jamais dire ce régime alimentaire c'est le meilleur. Jamais je dirais ça. Parce que, encore une fois, déjà, retirer un aliment. Alors, je fais la différence entre éthique et santé. Ça, je le fais la différence parce qu'il y en a qui ne la font pas. Mais d'un point de vue santé, je dirais jamais que ça, c'est le mieux. Parce que, en fait, on a des besoins physiologiques qui sont propres à tout le monde. Alors, on entend beaucoup, oui, chacun est différent, mais les besoins physiologiques, ils sont pas différents. On est des êtres humains, on fonctionne au niveau physiologique, on a besoin des mêmes choses, on va dire. Après, ça dépend des quantités, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important d'insister sur le fait que l'alimentation ne doit pas être, je sais pas comment dire, mais on va vouloir trop moderniser, toujours faire des nouvelles choses, etc. Alors qu'au final, non, on a déjà toutes les informations depuis des années et des décennies. Il faut juste regarder du bon endroit, quoi. Dans cette deuxième partie, on a davantage parlé de l'alimentation saine
et des dérives ou plutôt des polémiques qui peut y avoir autour de ce terme de sain, healthy, qui a tendance à être utilisé un peu à tort et à travers pour une alimentation qui n'a justement rien de sain et qui peut même être dangereuse pour la santé. Ah mais c'est ça, en plus toi t'es pareil, t'es très très porté sur effectivement la qualité, et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est pour ça d'ailleurs j'avais retiré moi tous les comptes sportifs, tout ça Instagram là, parce que c'est très axé sur, comme tu dis, sur les macros. Donc sur les macros, et en plus sur des régimes où, enfin, pour moi c'est pas une alimentation qui est saine pour le cerveau en fait. On est sur des choses qui, on n'a pas la même notion de sain entre un naturo, enfin il y a encore, ça dépend, parce que c'est pareil, j'ai encore fait mon dernier podcast sur ce sujet. Ouais. On pourrait pas mal en parler, je pense, de ouais. ça. C'est pour ça que quand tu parlais de tout à l'heure des certains sportifs, certains coachs qui mettent la vie de personnes en danger, c'est pareil, en final, dans plein de professions, dès qu'on touche à la santé, en fait. Donc là, c'était exactement ce qui s'est passé avec... j'en reçois tellement des commentaires, des personnes qui me disent « Oui, voilà, j'ai ça comme symptôme. Mon naturopathe, il m'a dit de plus jamais manger ça parce que sinon, je vais pas guérir. » Mais les personnes, elles sont perdues, et il y en a, elles sont même en dépression. C'est grave d'en arriver là. Donc ça, c'est vraiment... donc au final, c'est sur tous les corps de métiers qui touchent en fait à la santé. Donc au final, même quand on veut, par rapport à un certain... quand on veut s'imposer, des fois, c'est ça qui est triste, à un certain corps physique. Parce que forcément, c'est plus simple si on accepte son corps et qu'on fait juste ce qu'il faut pour qu'il soit en parfait état, qu'il fonctionne bien, qu'il soit... Après, on peut vouloir avoir certaines on va dire pas exigences, mais certaines volontés physiques pour s'auto-plaire. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais quand c'est transformé au point de se rendre malade ou de mettre en danger son corps, là c'est un autre problème. Mais ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose qui est très fondé, les croyances, enfin tout ce qui est vraiment beaucoup de... Voilà, le corps idéal, parce que non, il peut pas y en avoir plusieurs, et il faut qu'il y en ait un seul qui soit idéal. Enfin bref, c'est plein de choses comme ça. Mais en effet, l'alimentation, la qualité de l'alimentation, tout le monde n'a pas la même notion de ce qui est bon, de ce qui est pas bon. Et chez les coachs sportifs ou chez les personnes très très axées sur le sport, #healthy, et quand on voit l'alimentation, c'est pas du tout quelque chose qui est sain. En fait, c'est pas des choses saines. Quand on va avoir des tranches de dinde issues du commerce bas de gamme avec tout ce qui est les pesticides, les hormones de croissance, enfin toutes ces choses-là, on peut pas dire que c'est quelque chose de sain. Avec du fromage frais allégé, mais non, ça peut pas être quelque chose de sain. C'est des choses peu caloriques dans ce cas-là, dites peu caloriques. Ça sera plus simple, mais de ne pas mettre la notion de sain, parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus concernant la notion sain. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le 2e ou 3e podcast, c'était qu'est-ce qu'une alimentation saine, d'un point de vue objectif. On reste sur l'objectivité. Ouais. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi manger, parce que entre les sportifs, les naturopathes, les nouveaux gourous de tel mouvement, les personnes qui vont pour l'écologie, d'autres pour la cause animale, en fait, il y a plein de choses, et les gens, ils sont complètement perdus. Mais c'est là, et je pense qu'on en revient exactement à ce qu'on disait juste avant, c'est là que regarder déjà de manière un petit peu plus large et au travers de notre évolution et des populations qui ont réussi à préserver finalement une alimentation de bon sens, au lieu de s'offusquer de l'index glycémique des pommes de terre au four ou de la consommation de fruits quotidienne d'une personne, il faudrait peut-être juste remettre les choses un petit peu à leur place, simplifier ce rapport à l'alimentation qui est devenu tellement complexe, où faut sortir une bardée d'études dès qu'on avance un propos, où c'est en plus telle théorie contre telle théorie en permanence. Moi, ça me rend dingue, et je me dis, mais... ça peut peut-être être un petit peu plus simple déjà si on arrête, si on se calme un petit peu sur tous les produits ultra transformés, si on arrête de faire 3 fois le tour du monde aux aliments qu'on mange, si on arrête d'élever de manière absolument artificielle pour les personnes qui mangent des produits animaux, ces 10 produits animaux. C'est pareil, là j'ai reçu, je suis désolée, je vais rallonger ton podcast, mais j'ai reçu une question. Et c'est pour ça, encore une fois, que je ne suis pas végane, je ne serai jamais végane. J'ai reçu un message d'une personne... De toute façon, dès lors que l'alimentation devient un dogme, il y a un problème, il y a un énorme problème. C'est ta story, c'est ça? Ouais. C'est ta story de tout à l'heure, ouais.
Une personne me demande, en tant que végane, comment je fais pour prendre des médicaments, choisir mes médicaments, parce que beaucoup d'entre eux contiennent de la poudre de lait. Oui, notre système est basé là-dessus, en fait. Malheureusement, c'est comme ça. Et il faut quand même savoir que même les produits dits cruelty-free, donc non testés sur animaux, respectueux des animaux, il faut savoir que leurs ancêtres, ils ont été testés sur animaux. Donc c'est pas parce que le produit de telle marque aujourd'hui n'est pas testé sur animaux que pour en arriver là, pour arriver à cette formule de super gel douche, il n'y a pas je ne sais combien d'animaux qui ont été testés avant avec. Et ça sera comme ça, malheureusement, je pense que ça ne changera pas. Et les médicaments, malheureusement, à l'heure actuelle, ils sont composés avec ces ingrédients-là, parce que c'est comme ça que notre système médical allopathique s'est construit. Bon, est-ce que ça veut dire que parce que je suis végane, je vais refuser un traitement, refus de traitement qui peut mettre ma santé en péril, juste parce qu'il y a du lait en poudre dedans? Bah non, en fait, non. Et puis en plus, c'est encore une fois réduire son spectre cognitif à un petit macro-problème en occultant tout le reste. Au quotidien, tout ce que l'on utilise impacte l'environnement, l'humain, l'animal. Donc, c'est certainement pas de la poudre de lait dans un médicament, sauf si, effectivement, on fait partie d'une secte, qu'on suit une pensée dogmatique qui comporte des interdits, comme c'est le cas malheureusement avec certaines versions du véganisme, mais pas que. Mais voilà, là, vous, toutes les personnes, si peut-être vous avez de temps en temps ces pensées limitantes et très obtus, je pense. Et c'est important de, encore une fois, réouvrir un petit peu le spectre et de se demander si les écouteurs qu'on a dans les oreilles ou le téléphone qu'on a dans la main n'ont heurté aucun animal, aucun humain, ni l'environnement. Et là surtout l'humain en plus, parce que encore une fois, on s'offusque de beaucoup de choses pour les animaux, mais l'exploitation humaine, la cruauté humaine, elle est hallucinante et on l'accepte tous les jours. C'est pas compliqué avec tout ce qu'on utilise. Donc voilà, encore une fois, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est important. Je suis partie loin. Exact. non mais c'est intéressant, et de toute façon c'est le but. Après c'est d'échanger sur plein de choses, parce que comme je te disais, je t'ai invité aussi pour ces valeurs que tu partages et avec lesquelles moi je suis complètement en accord, parce que je partage les mêmes valeurs. Et c'est pareil, voilà, effectivement, alors, effectivement, il y a des personnes véganes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont... j'en ai moi-même en consultation, d'ailleurs, et qui n'iront pas dans ces extrêmes-là. Et en effet, par exemple, un truc tout bête, mais moi, mes animaux, donc j'ai 2 chats, je vais pas les nourrir avec de l'herbe. Non, on est d'accord. C'est des chats, ils sont carnivores, ils mangent de la viande. Moi, je leur donne la viande crue. Nous, on n'en mange pas à la maison. On leur en achète de qualité pour eux. Ouais. Ça pourrait choquer certaines personnes qui sont dans un certain extrême du véganisme. Mais du coup, c'est quoi ? Je leur donne des plantes et dans 2 mois, ils n'existent plus ? Non, c'est pas possible. Donc même, il y en a qui sont contre le fait de les laisser chasser. C'est leur instinct, c'est des animaux, je ne veux pas les empêcher de chasser. Donc c'est vrai, mais ça c'est comme dans tout en fait. C'est tout, que ce soit mouvement, que ce soit politique, religieux, n'importe quel en fait alimentaire, on a toujours un certain extrême qui apparaît. Et quoi qu'il en soit, ça devient toujours problématique dès qu'on est dans un extrême, ça c'est certain. Et même au final, encore une fois, pour la naturopathie, c'est la même chose, parce que on peut, là en revenant à l'alimentation, on peut très bien manger des choses qui de temps en temps sont pas forcément dites saines, sans pour autant que ça va tuer notre santé ou je ne sais quoi. Il y en a qui tombent dans l'orthorexie à cause de ça, par peur de mais en fait sauf qu'en fait c'est leur cerveau qui va plus les rendre malades qu'autre chose, parce qu'ils se disent qu'ils vont être malades, donc ils vont être malades. Mais ça c'est hallucinant. Le nombre de personnes, moi-même la première, quand je suis en vacances, si j'ai envie de me manger une gaufre, alors que j'en mange pas toute l'année, parce qu'il y a du lait où je vais pas m'occuper de savoir ce qu'il y a dedans, je vais en manger, mais je vais pas me prendre la tête. Je sais que c'est 1 fois par an, donc que ce soit au niveau de mes... Avant j'aurais pu culpabiliser au niveau de mes convictions justement environnementales, au niveau des animaux, etc. Aujourd'hui, quand je sais qu'1 fois dans l'année je vais en consommer, que toute l'année j'en consomme pas, en fait non, stop. Au bout d'un moment on peut pas être à 100% parfait, ça va juste créer encore plus de dégâts, et vaut mieux faire toute l'année bien
et de temps en temps, au moins, se permettre des choses qui nous permettent de maintenir ce mode de vie sans frustration. Et pour revenir sur les extrêmes en naturo, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, je reçois des messages, c'est urgent, j'ai une douleur ci, ça, qu'est-ce que je peux prendre de naturel ou... Alors, en cas d'urgence, le naturopathe n'est pas à contacter. Non. On ne contacte pas un naturopathe quand on est à l'agonie, quand on a une douleur tellement douloureuse qu'on va commencer à vomir, tomber dans les pommes. Mais bien sûr que non. Moi, je le dis tout le temps. Même j'ai des personnes, des fois, elles viennent de faire une infection ou quoi, et elle me dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour les antibiotiques, etc. Je dis mais là, en fait, ça a commencé à toucher les reins. Vous continuez les antibiotiques. Après, on va voir ensemble pour équilibrer le terrain, etc. Mais quand il y a une infection, quand c'est dangereux, la médecine allopathique est hyper importante. D'ailleurs, c'est sa fonction première. Normalement, s'il y a bien un terrain où elle est parfaitement adaptée, c'est dans l'urgence. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que si on tombe dans un extrême de je veux que des choses saines et je rejette tout ce qui est chimique, et ben encore une fois, pareil, on va mettre sa santé en danger. Donc ça revient effectivement à ce que tu disais. Et c'est une question comme tu dis, en fait, c'est du bon sens. C'est du bon sens, et des fois, les personnes sont tellement, on va dire, sont tellement, pas omnibulées, mais je sais pas comment expliquer ça, vont tellement boire les paroles d'une personne parce qu'elles vont estimer que c'est cette personne-là qui a raison, que si la personne va leur demander de faire des choses ou dire des choses qui sont pas bonnes pour leur santé, ils vont le faire sans réfléchir avant par eux-mêmes. Et ça, c'est problématique, surtout à travers les réseaux sociaux, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent, qui suivent. Et là, ça devient dangereux, malheureusement. Donc, de refuser effectivement un médicament, si c'est une bêtise, si c'est un sirop pour la toux, tu vois, au bout d'un moment, tu sais que tu peux faire en naturel, en meilleure qualité. Non, mais bien sûr. Si tu sais que t'es à l'agonie parce que t'as une infection pulmonaire grave et que tu dois prendre un antibiotique et que dedans il y a de la poudre de lait, au bout d'un moment, oui, effectivement, après c'est un choix de vie. Soit on fait passer sa santé, soit on admet que mon corps, je m'en fiche, ma santé, je m'en fiche, je préfère la cause animale. Et c'est ce que je dis, il y en a, ils s'en fichent complètement de leur propre santé, leur propre corps, et ils mettent la cause animale en avant. Si c'est ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci, ils font ce qu'ils veulent. Mais ne pas après le faire aux autres et l'imposer aux autres, en fait. Mais c'est ce rétrécissement, en fait, des schémas de pensée, de la pensée et du champ de perception qui rétrécit aussi notre capacité de libre arbitre et de bon sens, tout simplement. Encore une fois, on y revient à ça. Je voulais juste citer, parce que c'est marrant, on vient d'en parler, et je trouve que l'analogie est absolument géniale. C'est un diététicien qui s'appelle Charles Brumeau, que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui parlait justement de l'équilibre alimentaire, et c'est assez génial parce qu'il a cité comme exemple la slackline, qui est cette ligne tendue sur laquelle on marche en équilibre, et il disait justement que pour se maintenir en équilibre, on était en ondulation permanente, parce que si on se raidit comme un piquet sur cette slackline, on tombe, en fait, et je trouve que cette analogie avec l'équilibre alimentaire, et ça peut s'étendre à la santé et à beaucoup de choses, elle est extrêmement bonne, parce que si on ne fait pas preuve de souplesse, si on ne se laisse pas dévier, onduler, en fait, on peut pas la suivre, cette ligne de l'équilibre, parce que l'équilibre induit justement une certaine souplesse, une certaine flexibilité. Donc c'est important. Mais comme le corps, quand tu regardes l'homéostasie, c'est jamais comme ça, c'est toujours comme ça. Ça régule, ça balance. En permanence. Exactement, pour rester en équilibre. Et on est fait pour ça, on est créé comme notre corps est créé, en fait. On est fait pour ça sur tous les plans. Donc franchement, on a vraiment parlé de tout, mais c'est très intéressant. Et je suis sûre que beaucoup de personnes se retrouveront, ou je pense que seront d'accord avec tout ça, ou même si elles sont pas d'accord, au moins elles écouteront un avis qui soit un petit peu plus différent. Exactement.
Et donc j'ai cherché une école de formation en ligne parce que je n'avais absolument pas la possibilité de retourner sur les bancs de l'université. Et du coup, d'ailleurs, je dis université, mais je suis même pas sûre que ça se passe en université. En France, non. T'en as des écoles un peu comme ça au Canada, mais en France, non, il n'y a pas ça encore. Je sais bien ce que je me disais, je me suis entendue le dire, je me suis dit, je suis pas sûre qu'on en soit là encore ici. Mais voilà, donc j'ai commencé à chercher des formations en ligne, j'ai commencé à regarder beaucoup d'avis sur les formations agréées, non agréées, ce que signifiait cet agrément, justement. Ouais. Et puis bon, je me suis rendu compte que pour l'instant, c'était plus finalement des regroupements de différentes écoles qui adhéraient à de certaines normes de qualité, mais finalement aussi avec une contrepartie pécuniaire. Alors du coup, je me disais, on n'est pas sur quelque chose de publiquement agréé, reconnu, comme pour d'autres corps de métier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement à choisir une formation. Mais alors j'ai cherché longtemps en fait, à choisir une formation qui n'adhère à aucun de ces agréments les plus connus, mais qui est une formation certifiante parce que finalement ça revient au même à la fin. Et c'est ça qui est fou parce que du coup ça laisse pour l'instant possibilité à beaucoup de dérives pour beaucoup de centres de formation parce que comme finalement la certification et la possibilité d'exercer entre naturopathes est très peut s'obtenir à peu près avec toutes les formations. Il n'y a pas vraiment de gage de qualité et il y a des formations agréées qui ne feront pas spécialement de bons naturopathes. Il y a des formations non agréées qui feront peut-être de meilleurs naturopathes et inversement. Il y a des formations en présentiel aussi qui ne feront pas forcément de meilleurs naturopathes, même si clairement on est sur un niveau au-dessus. Mais parce que aussi la naturopathie, et ça je l'ai beaucoup vu, je trouve qu'il faut qu'elle reste neutre dans l'approche du praticien et que malheureusement beaucoup de personnes l'exercent avec leurs propres croyances. Et ça, c'est un énorme problème. Et ça, le problème, c'est qu'on peut avoir fait la meilleure formation en naturopathie de la Terre. Si elle est régie et si le message et les solutions qu'on donne répondent à nos propres croyances, ça peut être absolument catastrophique. J'ai une personne sur le groupe justement qui est au Canada, qui est allée voir une naturopathe et je suis contente parce qu'elle a, avec son libre arbitre, elle-même, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème et elle a arrêté d'être suivie par cette personne parce que cette personne lui avait imposé un régime alimentaire. Déjà, tu n'imposes pas un régime alimentaire, tu peux conseiller. Mais j'avais répondu, je crois. C'est pas celle. Ah ouais. Si. Ah non, mais voilà. Bref, et c'est bien parce qu'elle a décidé elle-même. Elle a bien senti qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Mais donc voilà, bon, pour recentrer un petit peu, donc j'ai choisi cette formation. Alors je citerai pas l'organisme de formation parce que je ne veux pas le citer parce que je veux donner mon avis en toute transparence dessus une fois que ma formation sera terminée et que je ne veux pas être attaquée pour diffamation. Tout simplement. Parce qu'on ne sait jamais. Donc je ne donnerai pas le nom de cet organisme de formation qui a du très bon et qui a du très mauvais. Voilà ce que je peux dire. Après, le problème, c'est que je pense qu'il y a quand même des choses en termes de contenu qui sont communes à toutes les formations et avec lesquelles moi, personnellement, je ne suis pas en accord. Ça, c'est une première chose. Mais encore une fois, j'aborde la formation avec neutralité. Donc, j'apprends. Voilà. Et autre chose, par contre, là, c'est un constat qui est quand même très, très fort. C'est que je me rends compte que cette formation-là, qui est une formation longue durée, si on n'a pas déjà un bagage en termes de connaissances avant de démarrer la formation, moi je ne comprends pas comment on peut la suivre, cette formation, clairement. Déjà, si on n'a pas des connaissances de base. Et moi, je me rends compte qu'avec mon propre bagage qui est déjà très poussé, avec ce diplôme-là, avec ce certificat-là, je ne serais pas en mesure, je ne me sentirais pas légitime de mettre une plaque de naturopathe certifiée sur ma porte et d'accueillir des personnes en consultation. Voilà. Ouais. Et le problème, et donc, je sais déjà, d'ores et déjà, alors que j'en suis à peu près à la moitié, j'ai vu le reste du contenu de la formation, je sais ce qui m'attend. Je sais d'ores et déjà qu'une fois que cette formation sera terminée, il va falloir que je continue à me former. Ah oui. Mais ça, en fait, ça vaut pour tout le monde. Mais c'est là que je me dis, une personne qui prend un congé formation ou qui mise tout sur une formation comme celle-ci,
pour s'établir à son compte après, parce que c'est le but de ces formations-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même un module à la fin sur comment se mettre à son compte. Je trouve qu'une personne qui a pas de bagage préalable, qui est en reconversion professionnelle, qui mise tout sur une formation comme celle-ci pour se mettre à son compte, s'établir à son compte, pour moi, c'est pas de la part de la personne qui veut se former, ça au contraire c'est très bien, mais de la part de ces organismes-là et du système tel qu'il est maintenant, je trouve ça irresponsable. Je trouve ça absolument irresponsable. Donc voilà pour l'instant le point de vue que j'en ai. Mais c'est un processus très intéressant. Voilà, moi je vais continuer à creuser une fois que j'aurai mon petit certificat de naturopathe. En fait, ce qui va beaucoup changer, c'est que moi ça va me permettre... le gros problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est que je n'ai pas d'identité, c'est-à-dire que je ne sais pas comment me définir auprès des gens, à part des personnes qui me suivent. Parce que oui, alors je suis coach formé bien-être, ok, mais en fait ça va quand même carrément plus loin que ça. Et le fait de dire que je suis coach et naturopathe, là ça va ouvrir des petites... ça va permettre de mieux comprendre en fait ce que je propose. Donc finalement ça me sert plus à ça qu'autre chose. Après ça va vraiment être... Et encore une fois, il en va de même de la nutrition, il en va de même du mouvement. Ça va être mes formations suivantes en fait qui vont... et qui seront aussi très personnelles, hein, pas forcément avec un petit tampon et un certificat dessus. Bon bah voilà, c'est la fin de cet épisode bonus. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et je vous retrouve exceptionnellement du coup la semaine prochaine et pas dans 2 semaines avec le nouvel épisode du podcast qui concernera la candidose. C'est un des sujets sur lequel je reçois le plus de questions. Il était temps que j'en fasse un podcast. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.